Bonjour chers amis, je recommence ma vidéo. J'ai fait une erreur de haut-parleur, donc la vidéo que j'ai enregistrée précédemment n'a pas pu être compatible avec de ce que vous attendez finalement, c'est bien naturel. J'ai fait donc une erreur de réglage de micro et ça fait que ma vidéo j'entendais rien et la musique que j'ai mise je n'entendais rien non plus. Alors, j'espère que vous allez bien chers amis parce que là pour vous nous sommes samedi donc je vous souhaite déjà par avance un bon samedi, un bon début de week-end et nous allons si vous me permettez aller tout de suite à notre page d'histoire. Alors voilà, nous en étions où exactement d'ailleurs, je vais descendre avec vous. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, d'activer la clochette et bien sûr de mettre un like, c'est-à-dire un pouce en haut ou en bas, comme vous l'entendez, à votre goût, hein. Si vous aimez mon travail et que vous voulez m'encourager, ben écoutez, n'hésitez pas à partager, à commenter, à faire des commentaires, des questions, des propositions ou des rectifications aussi, hein. Vous pouvez faire des rectifications si je me suis trompé ou si quelque chose ne vous a pas été bien, oh, je vais y arriver, bien expliqué. Je vous invite à faire un partage, tout simplement, et ne pas hésiter, quoi. Je suis là pour ça. Alors, excusez-moi, hein, si j'ai la toux depuis déjà un certain temps. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Être élu sacré roi. Bon, nous allons commencer. Non, c'était. Bon, non. Ça, on va pas aller jusque-là. On va aller plus loin, excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, ça va pas trop mal, on va dire, hein. Soyons sérieux, hein, c'est pas. Bon, on va peut-être commencer rapidement. Concile de. Alors, oui, on va commencer par là, peut-être. Par le couronnement. Élu et sacré roi des Francs, bon, il a écarté, comme vous le savez, je vous l'explique rapidement. Euh, oh zut, comment il s'appelle, hein? L'éviction de Charles de Lorraine, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il était concurrent avec les Carolingiens qui étaient soutenus par Othon, donc des Ottoniens, comme on les appelait, hein. Et donc, Hugues Capet, pour régner, il avait besoin d'avoir des soutiens. Alors les soutiens, vous allez voir, il va les trouver dans l'église, dans les évêques, enfin les hauts évêques, les plus hauts, hein, bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup d'évêques, et donc les plus élevés, on va dire, dans le royaume. Donc il va tâcher d'en écarter quelques-uns, ceux qui lui sont opposés, parce qu'il y en a qui soutiennent plus, il y en a des évêques qui soutiennent plus les Ottoniens. Voilà. Alors, la contradiction de certains. Alors, je lis un petit peu, hein. La contradiction de certains faits donnés par Richer ne nous permet pas de comprendre toute l'action de Hugues à la veille de son couronnement. Par exemple, on ne sait pas pourquoi il ne s'est pas opposé à l'association du trône de Louis, ni à sa succession en 986. Oui, Louis V, c'est le dernier roi carolingien, je vous rappelle, hein. Donc il ne s'est pas opposé, donc voilà. Alors qu'il s'est rendu à Rome pour rencontrer l'empereur germanique dans une intention hostile à Lothaire. Il semblerait que le duc des Francs, inquiet de la prise de Verdun et de l'appel d'Albéron, avait lui-même rassemblé une armée. Peut-être envisageait-il de marcher contre Lothaire et de s'emparer du trône. Bon, vous voyez déjà les petites disputes. Alors je vais vous mettre une musique, si vous permettez, en même temps que je parle avec vous. Une musique que j'ai découverte. Là aussi, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait là? Alors attendez. Non, c'est pas ça. Si, ça y est, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Alors je vais pas vous partager la vidéo, bien sûr, hein. Non, c'est pas celle-là que je voulais vous mettre, chers amis. Excusez-moi. Bon, il y a quelque chose qui va pas. Alors, il faut revenir en arrière. C'est quoi ça? Bon, on va y aller, on va y arriver.
Voilà, c'est celle-là. Voilà, je continue l'histoire. Et en même temps, je vous laisse écouter la musique. J'espère que vous entendez cette musique sur fond, sur le fond, pendant que je parle avec vous. L'éviction de Charles de Lorraine, donc on y va. En mai 1967, les chroniqueurs entament, non, notamment Richard de Reims et Gerbert d'Aurillac, écrivent que à Senlis s'éteignit à la race des Charles. C'est pas un peu fort ça? C'était un peu fort, chers amis, excusez-moi. D'ailleurs, vous baisserez, vous montrez le micro vous-même, hein, si vous voulez entendre plus fort. S'éteignit donc la race des Charles, j'ai dit, hein, le roi des Fins est aussitôt enterré à Saint-Corneille de Compiègne, et non à Reims, comme il le souhaitait. Bon, voilà, je vais se poursuivre. Hein. Alors, nous n'ignorons. Alors, voilà ce que dit Ad- Ad- Adalbéron de Reims convoque les plus hauts seigneurs de la Francie à Saint-Lys et leur dit: nous n'ignorons pas que Charles de Lorraine a des partisans. Ils soutiennent qu'il a des droits à la couronne transmis par ses parents, mais on ne doit porter sur le trône qu'un homme exceptionnel par la noblesse du sang et la vertu de l'âme. Or, Charles n'obéit pas à l'honneur, il a perdu la tête au point de s'être remis au service d'un roi étranger, autant d'eux, et d'avoir une femme dans une classe inférieure de la noblesse. Bon, ça c'est une petite histoire dans la noblesse, vous savez. Alors attendez, je vais faire un petit truc là. Je vais activer la relecture. Voilà, si des fois j'arrivais pas. Voilà, alors où et quand Hugues Capet a-t-il été sacré roi? Bon, ça on le sait pas, hein. Il y a un doute, hein. Il y a des doutes sur les lieux de son élévation, de son élévation sur le trône. On ne sait pas exactement où ça s'est fait. En fait, il s'est fait sacrer en deux temps. D'abord d'une manière plus laïque, on va dire, hein, et puis après, alors là je vais vous le lire comme ça sera plus simple. Hugues fait immédiatement acquitter Adalbéron, et ce dernier peut alors convoquer une nouvelle assemblée à Saint-Lys, fief de Hugues, et il retourne à Reims, écarter toute proposition de la part de Charles de Lorraine. Donc voilà, Charles de Lorraine est écarté, hein, comme je vous l'ai dit. C'est bien Hugues qui va devenir le nouveau souverain. En revanche, les historiens spécialistes de la période affirment qu'on ne sait toujours pas avec certitude quand, comment et où eurent lieu le couronnement et le sacre du premier Capétien. Oui, il a été couronné, bon, on va dire de façon laïque, et sacré bien sûr à Reims, je crois, hein, il me semble, Capétien. Bon, à ces incertitudes s'ajoute le problème posé par la chronologie fournie par Richard de Reims. Le moine écrit qu'Hugues est couronné et sacré le 1er juin. Yves Sassier n'imagine pas qu'on puisse à l'époque sacrer le nouveau souverain 10 jours seulement après la mort du Carolingien. Il semble plutôt qu'Hugues ait été acclamé roi par l'Assemblée de Saint-Lys le 1er juin, puis couronné et sacré roi le 3 juillet à Noyon. Ah oui, pas Reims, pardon. Selon une autre version, le premier couronnement de Hugues aurait eu lieu à Noyon et le second à Paris. Bon, vous voyez, c'est une petite dispute d'historiens, hein, entre historiens religieux et historiens laïcs. Enfin bon. Le duc fut porté au trône et reconnu roi par les Gaulois, vous voyez, les Bretons, les Normands, les Aquitains, les Goths et les Espagnols, du comté de Barcelone bien sûr, et les Gascons. Voilà, alors c'est Richer de Reims qui le dit, hein, donc Richer de Reims, et je vous rappelle, c'est un moine, hein, il me semble, si je ne me trompe pas, oui, est un moine, voilà, de Saint-Rémy de Reims, auteur de 4 livres d'histoire, une œuvre fondamentale pour connaître les événements concernant les derniers rois carolingiens et les premiers temps des Capétiens. Bon, évidemment que c'est intéressant, de la part de ce moine Richer de Reims. Mais il aurait été intéressant d'avoir d'autres points de vue plus laïques, plus en recul de la foi. Alors je ne suis pas contre la religion, enfin,
Bon, c'est ma position, mais je veux dire, je ne suis pas contre le fait que des religieux puissent écrire l'histoire de France ou d'autres anecdotes, mais je suis contre le fait qu'on ne prend qu'une source. Là, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, et encore à condition que les rois laïcs, les historiens laïcs, pardon, ne soient pas forcément empreints, on va dire, de trop de religiosité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu de recul quand même. Bon, le règne alors, le règne Robert le Pieux associé à la couronne. Oui, voilà, Robert le Pieux, c'est le futur roi régnant qui viendra, je crois, après, bien sûr, Hugues Capet. Bon, nous poursuivons. Capture de Charles de Lorraine, donc voilà, il le capture, hein, voilà, bon. Durant son règne, Hugues doit faire face à de nombreux opposants. En premier lieu, un de ses grands rivaux, Charles de Lorraine, bien sûr. Ce dernier réapparaît en 988 lorsqu'il s'empare de la ville de Laon, un des derniers bastions carolingiens. Bon, pour se faire respecter, le roi assiège par 2 fois la ville sans résultat. Préoccupé par cet échec, Hugues contacte plusieurs souverains afin d'obtenir leur aide. Nous avons connaissance d'une lettre rédigée en juillet 988 sous la plume de Gerbert, dans laquelle le premier capétien ne se contente pas d'informer l'impératrice Théophano, est une princesse byzantine de la dynastie macédonienne, donnée en mariage à Othon II du Saint-Empire est devenu un d'accord. Bien, régente de son fils Othon III, donc des actions de Charles de Lorraine. D'accord. En effet, il lui propose une rencontre. Soucieux de confirmer pour toujours notre mutuelle amitié, nous avons... Bon, je vous laisse lire le détail. Toutefois, il semble que Théophano, étant à Meisbourg, près du lac de Constance, au cours du mois d'août, ne se soit pas déplacé avec Hugues. Alors Hugues décide de ruser, excusez-moi. Bon voilà, après la mort d'Albéron de Reims, 989, il décide d'élire comme nouvel archevêque le carolingien Arnoul. Voilà, Arnoul, l'évêque là peut-être. Hein. Un fils illégitime du roi Lothaire, plutôt que Gerbert. On pense qu'il s'agit d'apaiser les partisans du carolingien, mais la situation se retourne contre le roi, puisqu'Arnoul livre Reims à Charles. Les alliances se forment alors, la guerre est ouverte, Charles est allié à l'archevêque de Reims et à Herbert de Vermandois. Et Hugues reçoit le soutien de Blois en échange de Dreux. Quant au pape, il est sollicité par les deux adversaires. Ah ben décidément, tandis que la cour d'Othon III reste neutre malgré les demandes de Hugues, la situation se débloque par la trahison d'Albéron, évêque de Laon, qui s'empare de Charles et d'Arnoul pendant leur sommeil et les livre au roi 991 pour parvenir à ses fins. Adalbéron s'est fait recevoir à Laon en faisant croire à Charles et Arnoul qu'il voulait se réconcilier avec eux afin de récupérer son évêché. Bien accueilli à Laon, il jure sur le pain et le vin béni, bien sûr, hein, le jour du dimanche des Rameaux, 29 mars ou le jour du jeudi saint, 2 avril 991, de conserver sa foi à Charles avant d'ouvrir les portes de la ville à l'ennemi durant la nuit. Le dernier carolingien est emprisonné à Orléans et meurt à une date inconnue. Voilà, bon, ça c'est un petit peu la fin de vie de Charles de Lorraine, hein, donc voilà, bon, que voulez-vous, hein. Concile de Saint-Bal de Vézy. Bon, je ne vais pas vous lire l'histoire du concile. Oui, parce que là, dans le concile, il y a des pour et des contre Hugues Capet, et puis des pro carolingiens. Et donc, Hugues arrivera à faire
changer un archevêque justement pour faire basculer la majorité en sa faveur. Alors le pape Jean XV n'accepte pas cette procédure et veut convoquer un nouveau concile à Aix-la-Chapelle, mais les évêques de Francie refusent et confirment leur décision à Chelles, hiver 993-994. Gerbert, soutenu par d'autres évêques, prend position pour l'indépendance des églises vis-à-vis de Rome, qui est contrôlée par les empereurs germaniques. D'accord. Bon, l'insoumission des grands féodaux, bon, je vous passe les détails. Voilà, sa mort, alors donc fin de règne, Eudes de Blois meurt en mars 996, laisse une veuve dont était pris Robert le Pieux. Ah. Hugues Capet refuse cette union qui apporterait la Bourgogne à son fils, car Berthe de Bourgogne est sa cousine au troisième degré et le mariage serait consanguin. Durant l'été 996, déjà malade, Hugues se serait rendu avec son fidèle Bouchard au monastère de Souvigny, où repose son ami Saint-Mailleul, mort en 994. Il n'est plus en guerre contre Eudes de Blois et a environ 55 ans quand il meurt. Durant les 9 calendes de l'an 996, il disparaît sans faire de bruit, après avoir surmonté sans gloire les difficultés que lui créèrent ses ennemis. Le roi était peut-être atteint de la variole. Bon, je vous laisse passer les détails de la maladie. Sépulture, bon, voilà le royaume du Gucapé, voilà les conquêtes du Gucapé. Voilà son royaume. Principauté, bon voilà. Voilà. L'administration en tant que de UKP, la continuité carolingienne, bon, ils ont cohabité un petit peu, mais bon, ça n'a pas duré bien longtemps. La rupture capétienne, bien sûr. Bon, autre chose. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est la fin. Alors, développement culturel et architectural. Bon, voilà. Hugues Capet et l'Église. Hugues Capet, lui-même abbé, comprend abbé laïque, bien sûr. Comprend vite tout l'intérêt qu'il peut tirer de la réforme clunisienne. Il entretient des liens d'amitié avec Mailleul de Cluny, fait montre de dévotion aux cérémonies religieuses et de soutien à la réforme monastique. Il octroie en 994 à l'abbé Eldric, je crois, oui, Eldric de Saint-Germain d'Auxerre, l'élection de l'abbé par les seuls moines et non plus par l'évêque d'Auxerre. Je vous laisse écouter, chers amis, en fond de lecture que je vous fais, cette belle musique. Alors, Hugues Capet lui-même, abbé, bon d'accord, je l'ai dit, mais une fois au pouvoir, il doit, aux yeux des Ottoniens, rester suffisamment faible pour que la Francie ne puisse s'ériger en contre-pouvoir. Par exemple, Adalbéron rechigne à sacrer son fils Robert, pourtant formé par son écolâtre Gerbert. Il faut toute l'habileté politique de Hugues Capet pour le convaincre. Ce dernier délègue ensuite à Robert le Pieux de réelles responsabilités religieuses et militaires, qu'il impose de fait comme son successeur. La réforme monastique ne pouvant pas remporter l'adhésion de tous les abbés et évêques laïcs, des divisions existent au sein de l'Église. Odilon de Cluny et le c'est quoi ça? D'accord, de Cluny et le mouvement de la paix de Dieu sont fortement critiqués par des responsabilités ecclésiastiques de premier ordre, surtout au nord de la Loire, comme
Adalbéron de Laon ou Gérard de Cambrai. Les Ottoniens contrôlent le Saint-Siège et manœuvrent pour que la Francie, le pouvoir reste partagé entre carolingiens et robertiens. Bon. La trahison de l'archevêque Arnoul a porté un rude coup au crédit du roi. Cependant, ce dernier manœuvre avec habileté, utilisant la voie conciliaire pour contrer les décisions du Saint-Siège, qui est assujetti à l'empereur. De plus, au contraste avec le peu de moyens dont il dispose, la légitimité du roi s'affermit grâce au soutien de grands ecclésiastiques. Il voit bien que le roi, bien que faible, incarne la tradition d'une autorité supérieure, seule capable de maintenir l'ordre et la paix dans la société chrétienne. Les évêques aquitains et languedociens élaborent sans doute, faute de mieux, la paix de Dieu. Au moment même où Hugues Capet commence à régner, mais leurs confrères du Nord, plus proches de la royauté, cherchent à lui apporter un soutien idéologique, Gérard de Cambrai, Adalbéron de Laon. Bon, voilà un médaillon du roi Hugues Capet, donc de profil. Chers amis, bon voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, bon, parfait, ça c'est le roi Hugues Capet, je crois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, chers amis, pour le roi Hugues Capet dans la seconde partie. Car autrement, alors là, on n'en finirait pas, hein. Je vous avoue que c'est très long. Bon, il y aura peut-être des rois où je mettrai plus de temps, notamment, bon, je pense, on verra ça, nous verrons ça. Ah oui, la musique, elle dure longtemps. Ben, on va se quitter là, hein, je crois que... Alors, avant de se quitter, chers amis, je voulais vous parler d'une nouvelle qui m'est apparue, je dois vous dire, voilà, sur Facebook, hein. C'est concernant de l'argent. Alors, je vais vous donner le chiffre rapidement. Et je vais vous citer, si vous le souhaitez, un petit peu le... Alors attendez, et voilà. Bon, on y arrive, oui, ça y est. Alors les chiffres sont élogieux. Ils doivent, écoutez-moi bien, ils doivent 418 milliards d'euros à la France. Alors qui? Les grandes surfaces. Alors je ne vais pas vous donner les noms parce que je ne ferai pas de publicité. Voilà. Tout simplement, je voulais vous montrer ça, ce chiffre. À vous de comprendre ce qui se passe dans l'actualité. Alors je vous passe bien sûr sur les épisodes de Candace Owens concernant le couple de l'Élysée, le couple présidentiel. On va pas parler là-dessus, c'est pas le sujet. D'autant plus que... Alors écharpe au cou, c'est quand même étonnant que Brigitte Macron, on la voit jamais connue. Le cou tout nu, vous voyez, la peau, ressort de son placard une robe, d'accord, la publicité quoi. On nous montre toujours ce couple présidentiel sous les meilleurs aspects et pourtant Dieu sait que notre pays se porte au plus mal quand même. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Non, vous n'êtes pas d'accord, chers amis? Qu'en pensez-vous? Je sais pas, je vous pose la question. Bon voilà, chers amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. En tout cas, un petit peu de la question, je crois, hein, il me semble. En tout cas, si quelque chose manque, eh ben, faites-moi le savoir, mes amis. Hein, oh, bon. Ça c'est quoi ça? Voilà, nous restons là pour le moment. Voilà, mes amis, je voulais simplement vous faire cette petite vidéo sur les rois de notre pays, de l'Hexagone. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup à dire, hein. Alors on va pas terminer sur cette musique-là. On va plutôt, attendez.
va mettre la musique du générique de fin. Bien que très belle musique, hein, avouons-le. Je dois dire que c'est une très jolie musique. Alors je ne sais pas de qui était cette musique d'ailleurs, elle est de qui c'est Izu Main. Ah ben c'est une musique allemande. Oui, c'est très beau aussi. Alors attendez. Ça je l'enlève. Et ça je la laisse. Voilà. Voilà mes amis, nous allons donc finir cette vidéo par... Nous allons finir cette vidéo comme d'habitude, hein. Alors d'abord je mets mon visage, voilà. Voilà, c'est la musique de générique de fin, hein. Qu'est-ce que je vous dise, on va pas rester trop longtemps ensemble. Ce que je vais vous dire, c'est je vous souhaite un bon week-end puisque nous sommes samedi. Même si cette vidéo est préenregistrée, bien sûr, hein. Je vous souhaite un bon début de fin de semaine, donc de week-end, on dit ça en anglais, hein. Que ce soit en famille, que ce soit entre amis, que ce soit, je sais pas moi, des gens que vous rencontrez, soyez bienveillants les uns envers les autres. C'est très important au moment où justement, depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, même les liens se dissolvent de plus en plus, hein. Les gens se parlent plus. Et là, depuis la crise Covid 2019-2022, c'est ça à peu près, hein, 2022 ou 2021, les gens se parlent plus, les membres de famille se chamaillent, ils se parlent pratiquement plus non plus, hein. Bon, je passe sur les personnes âgées qui sont foutues malheureusement dans les EHPAD. Placées dans les EHPAD, c'est pas très bien, mais je sais que c'est difficile de vivre, surtout avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, hein, c'est un peu difficile. Mais n'oubliez pas, surtout chers amis, que les liens familiaux sont des plus essentiels dans la vie. C'est à partir de là que vous vivez votre moment de bonheur ou de malheur. Richard Gere disait que la vieillesse est une chance. Les plus pessimistes disent que la richesse est un naufrage. La vieillesse est un naufrage. Oui, ça dépend pour qui. Si les gens ont mal vécu, s'ils n'ont pas été élevés dans une famille solide, et qu'ils ont gardé ces mauvais côtés, je sais pas moi, la boisson ou autre, hein, ou d'autres défauts, hein, je ne vais pas les nommer ici, évidemment, la vieillesse, c'est plus qu'un naufrage et la fin de vie sera encore plus dure, plus difficile. En revanche, si vous avez vécu, si on a vécu dans un milieu, un tissu familial assez solide, dans la première partie de votre enfance en tout cas, bon, il y a toujours moyen de se rattraper. Même si le reste a pu être un peu catastrophique, hein, mais il n'est pas trop tard. Par contre, quelles que soient les raisons de la vie passée en famille, que ce soit dans l'enfance ou jusqu'à l'adolescence ou au-delà, encore une fois, je répète pour la énième fois peut-être, hein, ou la deuxième, troisième fois, je ne sais pas, ce que vous avez vécu, ben vous l'avez vécu de manière passive, c'est pas de votre faute. C'est pas la faute d'un enfant s'il a vécu dans une famille décousue, une famille qui se chamaille ou alors qui prennent des substances, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Évidemment. Mais ça devient de la faute du nouvel adulte dès lors qu'il ne veut pas chercher à comprendre, à connaître d'où il vient, à pardonner même à ses parents décédés peut-être, hein, entre-temps, mais surtout de se réconcilier avec lui-même, c'est le plus important. Même si on en veut un peu à ses parents, bon, mais on n'a pas choisi, hein, c'est comme ça. Et il faut se réconcilier avec soi-même afin de tenter de se corriger et de vivre différemment de ses passions de colère, passions de haine, je ne sais pas. Vous voyez, essayer de se réconcilier. Et si on arrive à se réconcilier avec ses proches encore en vie, ben c'est encore mieux. Ça a beaucoup plus de mérite, bien sûr. S'ils sont décédés ou l'un des deux est décédé, ben tâchez de pardonner à celui ou celle qui reste. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre ses parents, pardon, très âgés dans un EHPAD. Il faut éviter si on peut. Si l'on peut. Évidemment, je ne dis pas que c'est facile, mais il faut tenter de le faire, chers amis.
Voilà, on se dit à très bientôt. Au revoir.